monde bouge, l'Afrique avance. Africa Soul groove comme personne et donne le là à une émission placée sous le signe de l'énergie. Le premier invité qui vient nous retrouver aujourd'hui est un enfant du pays des hommes intègres, un entrepreneur volontaire qui a décidé de passer le relais à la jeunesse en s'investissant dans des projets qui mettent en avant le nouveau côté urbain de notre continent. On lui doit également des expériences sur le plan de l'entreprise et de l'ambiance avec le paradis des meilleurs vins du côté de Ouagalabel. Vous l'aurez reconnu avec sa voix et son charisme. Il s'agit de Monsieur Belly Bien avec nous aujourd'hui sur le plateau. Il n'est pas seul car l'Afrique du Sud est évidemment présente. Au pays de Coco Madiba, on l'appelle le voyageur. Une carrière démarrée il y a 30 ans et pourtant l'homme continue de nous émerveiller avec ses rythmes. Un nouvel album qu'il présente en avant-première sur le plateau de Plus d'Afrique. Un artiste sud-africain pour la première fois avec nous, Monsieur Sam Tshabalala, qu'on est ravi de recevoir aujourd'hui et dans le rythme. Belly Bien, Sam Tshabalala, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Plus d'Afrique où l'Afrique aujourd'hui est représentée alors au sommet. La béninoise Priska Oguma, le centrafricain Bibi Tanga, la camerounaise Marie-Zéban Gépé, le sud-africain Sam Tshabalala, le burkinabé Belly Bien et l'enfant Mwana Congo que je suis, sans oublier la touche d'Africa Soul. Alors on parle de l'Afrique comme d'une passion et on la vit tous les jours en tout cas sur Canal Plus Afrique. Mais alors la passion Belly Bien pour vous, c'est de faire gagner l'Afrique sur le plan de l'entreprise. Bien sûr. La passion pour moi, c'est de créer de l'emploi en Afrique. Trouver de l'emploi aux jeunes qui sont désœuvrés et qui souffrent beaucoup de ça. Alors qu'il y avait un air de pessimisme ambiant, vous avez décidé d'aller de l'avant. Et ce pessimisme n'a pas freiné non plus l'enfant du pays donc, de Coco Madiba, Sam Tshabalala, qui est avec nous, des townships à la période de l'apartheid. Il a hissé son nom au sommet de la scène musicale africaine, Sam Tshabalala. Mais pour vous, la passion de l'Afrique, c'est aussi la liberté. Bien sûr, comme partout en Afrique, voilà, exactement. Là on y est. Mais après, il faut aller encore devant. Et aller devant avec un nouveau disque dont on va parler, qui est un album bourré de collaborations. Alors tout ça est très plaisir, hein. C'est la première fois qu'on a un représentant d'Afrique du Sud en plateau. C'était demandé justement par les gens de Plus d'Afrique, mais on a fait beaucoup de sujets. Mais vous êtes le tout premier en plateau. Et pas des moindres. Et pas des moindres, comme le dit Priska Oguma. Merci. Pas des moindres également pour ce qui concerne donc Belly Bien qui est avec nous. Alors la légende de Belly Bien, Bibi la connaît bien, car oui, on l'a vu swinguer au paradis des meilleurs vins. La légende, c'est ça, oui. Parce que oui, belle rencontre. Belle rencontre, vraiment merveilleuse à ce niveau-là. Mais effectivement, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'assez marquant chez vous. Vous parliez tout à l'heure, vous disiez que l'important, c'était de trouver du travail aux Africains. Vous entendez quoi par là? Non, moi, j'étais en Europe comme vous tous. On voyage beaucoup. Hein. Non, j'ai étudié d'abord ici. J'ai fait quand même passer 25 ans de ma vie en Europe. Et j'avais un bon travail. Et un matin, vous vous êtes dit pourquoi pas? Un matin, je me suis dit... Bon, je suis allé, j'ai passé 3 mois de vacances au Burkina. Et je me suis dit que... Vous ne repartiriez plus. J'allais plus repartir. Il fallait que j'établisse d'abord un pont pour pouvoir me déplacer souvent au Burkina. Et après, je me suis dit non, mieux valait rester et venir souvent en Europe. On a eu la même sensation avec Bibi quand on est parti au Burkina. On ne voulait pas revenir non plus, surtout en s'arrêtant chez vous d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un pays qui accroche le Burkina. Et en ce qui concerne Belly Bien, c'est quand même aussi quelqu'un qui est très attaché à sa terre. On l'a dit, vous êtes né du côté de ce joli fief de Ya. Ça, c'est dans la province de la Sicile, il y a 51 printemps. Et très vite, vous avez toujours voulu donner un petit peu une chance à ceux qui vous entouraient. Ça s'est transformé en une expérience qui est aujourd'hui très connue parce qu'on parle de Yeli Technology Africa, qui est cette magnifique histoire qui fait qu'aujourd'hui, on trouve des pavés en Afrique. Il n'y a pas que sur le sol de Gaulle. C'est une technique qui aujourd'hui fait école. Et on a envie de savoir un peu plus quels sont les secrets de fabrication et d'où est-ce que cette aventure est partie. Cette aventure est partie du fait que quand on arrive d'abord en Afrique, avec beaucoup d'expérience européenne, on se dit forcément qu'on a besoin de vous.
Et d'ailleurs, on peut le voir sur ces images, parce que généralement, c'est les routes avec ces fameuses plaintes qu'on a tous. Et avec le temps, on voit que les gens, réellement, ils vivent bien sans vous et ils n'ont sûrement pas besoin de vous, quoi. Donc, vous essayez de vous intégrer à la société. Et c'est ainsi que moi, j'ai pu voir que le pavage en Afrique était quand même très primaire. Et que c'était une solution d'avenir, Béli Biène, parce qu'on a toujours ce problème qui revient presque à Ogoumalsé, à des pavés désormais à Cotonou. On râle parce que les routes ne sont pas stables. C'était un moyen aujourd'hui de pallier à ce problème? C'était un moyen de pallier à ce problème, d'embellir les villes et surtout d'amener les jeunes de ces villes-là à participer à la croissance de leur pays, à la croissance de leur ville. Parce qu'on parle beaucoup actuellement d'émergence en Afrique. Et sans emploi, il n'y a pas d'émergence. L'emploi, c'est la clé de l'émergence. Avec quelque chose aussi qui est très important, je trouve, de ce choix de pavé, c'est qu'on reste aussi dans quelque chose de beau, dans quelque chose qui s'intègre aux villes, parce que nous, évidemment, qui ne passons pas toutes les journées sur les routes rouges d'Afrique, on aime bien les routes poudrées, etc. C'est très beau, mais au quotidien, c'est compliqué. Mais la solution pavée est à la fois esthétique, économique et industrielle. Bien sûr. Elle est esthétique, elle est économique. Et puis, bon, comme nous tous, on le sait, en Afrique, l'assainissement n'est pas fait jusqu'au bout. Oui. Et avec le pavé, on peut revenir décaper, remettre le pavé, bien assainir et puis continuer. Et surtout, les jeunes des quartiers participent à ça. Ce n'est pas Caterpillar ou autres Boma qui sont là en train de faire les routes. C'est justement les jeunes qui participent à ça. Parce qu'il y a une forte dimension manuelle, Béli Biène, et une forte dimension d'entreprise, car ce projet, il est viable sur le plan financier. Il s'agit aussi de dire que votre entreprise est prospère et qu'on peut gagner de l'argent. Non, nous, on n'est pas prospères. Moi, je crois que si. On ne nous croit pas. Nous avons de très bonnes idées, mais il faut que ça veut dire que ces idées-là, il y a des politiques qui épousent. Ça veut dire qu'il y a des politiques qui veulent trouver de l'emploi à leur jeunesse. C'est ainsi que la ville de Dakar, il y avait un appel d'offres à Dakar, et un appel d'offres ouvert. Il y a des sociétés françaises, des sociétés italiennes, beaucoup de sociétés européennes ont participé. Et nous aussi, on est venus. Mais on est venus se battre. Nous, on est arrivés. Mais là, c'est une sorte d'appel que vous lancez au gouvernement pour dire maintenant, vous pouvez faire confiance aux entreprises africaines. On est capable. Bon, moi, je ne peux pas lancer ce genre d'appel. Il faut faire confiance aux entreprises africaines. Je peux tout simplement dire qu'il faut que les politiques aient l'œil ouvert et le bon. Il faut que. Il n'y a pas de différence aujourd'hui entre une entreprise africaine et une entreprise européenne. Il faut que l'argent du contribuable soit bien dépensé. Il ne faut pas faire des trucs de complaisance. Moi, ce n'est pas parce que je suis africain que je voudrais un marché en Afrique. Si vous n'êtes pas bon, vous n'avez pas à avoir le marché. C'est la qualité qu'il faut défendre. Avec Walt Disney pour le pavage des sites de Walt Disney. Ça, ce sera incroyable, en tout cas, de voir à Epcot Center. Ce ne sera pas incroyable. On est déjà en Afrique centrale. Une question, quand vous emportez ce marché, est-ce que derrière, effectivement, vos ouvriers sont à 90% ou majoritairement africains? Parce que souvent, quand les grandes entreprises européennes ou américaines emportent les marchés, elles amènent un lot de travailleurs d'autres pays qu'elles importent tout simplement, des immigrés chinois ou d'autres pays pour avoir un moindre coût. Vous employez nous faisons mieux. Au Burkina, nous avons travaillé avec des Burkinabés, des Ivoiriens. Et quand nous avons commencé notre boulot au Sénégal, on est parti avec des Burkinabés, des Ivoiriens, pour former les Sénégalais. Et demain, dans quelques mois, nous irons avec des Burkinabés, des Ivoiriens et des Sénégalais à Brazza. Ah oui. Oui, parce que nous aussi, on a droit au pavé. Alors, je vous propose justement de partir du côté de Dakar, où nous avons eu la chance d'ailleurs de croiser Madame Ramatouka Saudiei. Elle est adjointe au directeur de cabinet donc, du maire de Dakar. Et elle nous parle justement sur l'importance de ce projet qui est un modèle pour la jeunesse. Un aspect du modèle qui est très important pour nous, c'est de pouvoir autonomiser les jeunes. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les former, leur apprendre un métier, et qui, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ceux qui se sentiront matures peuvent créer des GIE ou des PME pour pouvoir continuer à travailler avec la ville, donc deviennent des prestataires pour le compte de la ville,
avec l'accompagnement technique nécessaire, soit de Béli, soit de quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un modèle qu'on est en train de travailler, qui n'est pas fini, mais on est en train de travailler sur le modèle économique autour du projet. Travailler sur ce monde de l'économie, mais également aussi donner une chance à l'emploi, ça c'était un des gros défis d'ailleurs de l'administration Mandela, Sam Tshabalala, lorsqu'il a été élu président de la République sud-africaine. Est-ce qu'aujourd'hui les choses avancent aussi dans ce sens-là en Afrique du Sud, c'est-à-dire working with South Africa with South Africans, travailler avec des Sud-Africains pour l'Afrique du Sud? Je pense que c'est de les côtés parce que l'Afrique du Sud a besoin aussi d'autres personnes qui viennent ailleurs, même l'Afrique. Je pense que ça continue dans les parce qu'il y a beaucoup d'ailleurs de travailleurs de tout le continent qui travaillent là-bas en Afrique du Sud, cette mosaïque. Avec quelques difficultés d'ailleurs sociales et quelquefois des actes de racisme entre populations avec les Zimbabwéens ou d'autres qui arrivent pour travailler en Afrique du Sud. Bien, oui, je sais. Pour l'instant, le travail n'est pas forcément très bien réparti. Oui, c'est ce qui est dommage parce que les Zimbabwéens, ils parlent le Zoulou comme nous, c'est la même culture et tout ça. Moi, j'ai le cousin au Zimbabwe, mais parce que les gens... il faut qu'ils trouvent quelqu'un pour dire « Ok, c'est à cause de toi ». Oui, c'est international, ça. Ce qui est dommage. International, nous le sommes dans Plus d'Afrique, bien évidemment, et c'est l'occasion de partir en direction du Cameroun, plus précisément à l'université, où les étudiants, aujourd'hui, lancent des initiatives pour se former au monde de l'entreprise avant l'obtention de leur diplôme. C'est un sujet réalisé par nos équipes, direction Douala. Bonjour Robert, bonjour l'équipe de Plus d'Afrique. Bienvenue à l'université de Douala. Vous allez voir qu'ici, les jeunes se bougent pour préparer leur entrée dans la vie active. Et en dehors des cours, ils ont des activités qui leur permettent de ne pas perdre leur temps. Allez, allons à leur rencontre. Bonjour à tous, il me semble que vous n'êtes pas de simples étudiantes, vous avez une activité que vous faites en plus. On est des présidents des clubs, moi je suis la présidente de la manageresse, l'association des femmes managers de l'ESSEC. Ouais, moi c'est Kenen Maxime, président de International Management Club. Moi c'est Franck Manga, étudiant en 3e année finance comptabilité et président du cercle des études financières et fiscales. Alors quel est l'objectif de ces clubs? En fait, les cours théoriques reçus ne nous permettent pas d'avoir certaines aptitudes. C'est la raison pour laquelle, dans les clubs, nous travaillons en groupe. Ça permet que certaines personnes puissent développer le leadership. Ces clubs nous mettent directement en contact avec le monde professionnel. On nous permet au sein de clubs de pouvoir faire la pratique en descendant dans les entreprises afin de nous démarquer en sortant de notre école, qu'on ne soit pas très calé parce qu'on a seulement fait de la théorie, mais qu'on soit aussi épanoui et sachant réellement ce qui nous attend en entreprise. Il paraît qu'il y a un club qui est en train de travailler. Allons voir ce qu'ils sont en train de faire. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est le nom de ce club? Le club 2I, informatique, information. Nous avons un événement que nous sommes en train de préparer, la semaine de l'entreprise. Voilà, nous sommes justement en train de mettre les stratégies sur pied pour pouvoir redynamiser cet événement-là cette année. Alors on est toujours avec Marcel, la présidente du club La Manageresse de l'ESSEC, le club des femmes futures chefs d'entreprise du Cameroun. La Manageresse organise toujours des conférences, des débats. On a invité les promotrices de l'initiative Women Empowerment et là on va commencer. Vous me suivez? Vous avez le droit de penser pour vous et par vous, et vous avez le droit de penser grand. Le monde du travail, particulièrement dans notre pays, c'est pas un monde où on vous prépare, où on vous accompagne. Donc je trouve ça formidable que les jeunes aient décidé de se prendre en main. On apprend à exprimer nos points de vue, à les faire valoir pour que demain, dans le monde de l'emploi, nous puissions être celles-là qui disent « Stop, la femme, elle peut. La femme, elle va le faire. La femme est à l'action maintenant. » Et oui Robert, ces jeunes sont très motivés et moi j'y crois, c'est eux qui feront l'avenir de l'économie du Cameroun. Allez, à plus!
Nassom Alidi Hortan, c'est vraiment, quand on dit que ça bouge sur le plan de l'entreprise avec des jeunes étudiants qui se projettent déjà. Se projeter dans l'avenir, Belibienne, ça veut dire aussi intégrer la culture au concept d'ailleurs que vous avez lancé. Lorsque vous arrivez quelque part avec ce concept des pavés, vous essayez de vous adapter aussi à l'architecture locale. C'est le cas d'ailleurs du côté du Sénégal où on a d'ailleurs des images et vous avez essayé d'ailleurs de cadrer un petit peu à ce que vous avez trouvé dans l'environnement. C'est ça. On a des designers qui étudient. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le projet parce que c'est un projet qui est grand. Et c'est des projets qui durent... les pavés seront vus sur 50, 60 ans. Donc la postérité, d'ailleurs, on se souvient de cette place, Bibi, à Dakar. On y était encore il y a quelques jours. C'est très beau. C'est très beau. Mais alors, on voit sur cette image, c'est vraiment effectivement très artistique. On y était. Mais vous ne nous avez pas encore donné les secrets de fabrication parce que d'autres entreprises, il y a des concurrents maintenant, y compris en Afrique, qui fabriquent des pavés. On l'avait vu dans l'émission, Robert, notamment en transformant les déchets plastiques. Il y a vraiment des entreprises du côté du Mali ou du Niger qui ont changé la physionomie des villes. Ce qu'on voit là, c'est quoi? C'est du plastique, c'est du sable? Non, c'est du sable. Non, je dirais... on ne veut pas la formule chimique, mais... Vous savez, nous sommes nous formons les gens pour qu'ils se prennent à leur compte. Exact. Au Burkina, aujourd'hui, il y a plus de fabricants de pavés que de grilleurs de galettes. Ah oui. Et au Sénégal, ce sera sûrement bientôt la même chose. Donc, c'est du sable, du ciment, tout est local. C'est vraiment local. Bon, il faut avoir de belles moules, il faut avoir de belles tables pas de belles, mais les moules appropriées, les bonnes tables de production. Et nous, c'est ce que nous vendons. Et ça, c'est un propos architectural, Belibienne. Et justement, nous avons le témoignage d'un architecte. Vous voyez ici sur la place, il y a différentes couleurs. Donc, on a joué sur le concept de tressage, comme dans les tissus africains. Le tressage, comme on le sait, est assez présent dans notre code, on va dire, code culturel. Donc, c'est ça qu'on a voulu projeter, cette idée qu'on a voulu projeter ici. Donc, d'où cette idée de tressage que vous voyez sur place. Le tressage, ça pourrait donner des idées à partir de la tenue de Priska Ogouma, qui vers Saint-Michel à Cotonou avait évidemment des pavés. Mais il y a également aussi le défi qui est celui du potentiel que cette entreprise, d'ailleurs Belibienne, que vous portez a. Et le potentiel, ça veut dire qu'aujourd'hui, vu le nombre de routes, de kilomètres à paver dans nos capitales, il y a, comme on le voit sur ces photos, quelque chose d'immense en termes de marché. Il y a quelque chose d'immense. Il faut que chaque ville s'organise à amener les jeunes à travailler, c'est tout. C'est pas nous qui allons aller travailler, ce sont les jeunes de ces villes-là qui travaillent. Au Sénégal, nous avons formé actuellement plus de, je pense, environ 2000 jeunes. Et il y a 5000 jeunes qui sont en liste. C'est des projets auxquels les jeunes adhèrent. Parce que les jeunes, il faut se dire que les jeunes, ils veulent travailler. Il faut tout simplement leur donner l'occasion de pouvoir travailler. C'est une chance d'ailleurs. C'est une chance. Et la rue africaine vous regarde et elle a une question à vous poser. Bonjour. Pensez-vous être une personne engagée? Merci. Moi, je suis une personne très engagée et puis très déterminée parce que sans l'engagement et puis la détermination, on ne va nulle part. Donc, je ne peux être qu'engagé. On vous imagine très déterminé également dans le concept dont on a parlé autour de vous, HIMO, que les gens appelaient HIMO. Alors, ce n'est pas un sigle de guitare pour Rico d'Africa Soul. C'est un concept que vous allez nous expliquer, Belibienne. C'est de la haute intensité de main-d'œuvre. Et la haute intensité de main-d'œuvre, c'est ce que je dis, c'est amener... Vous savez que la majeure partie des jeunes Africains se retrouvent en ville. Parce que dans les villages... il n'y a pas de travail. Bon, il n'y a pas de travail. Bon, il y a du travail. Mais ils pensent qu'en ville, c'est mieux. S'ils restaient au village, ils pouvaient cultiver, mais ils préfèrent venir en ville. Et surtout que nous avons un taux faible de jeunes qui vont à l'école. Quand quelqu'un a le BPC ou le bac, il ne veut plus rester au village, il veut venir en ville. Ils arrivent en ville, il n'y a aucun boulot. Alors que là, ils se forment, et on le voit d'ailleurs avec beaucoup de dynamisme et à cet esprit d'équipe. Là, vous avez des gens qui ont la maîtrise qui travaillent. Et, qui travaillent là. Et ça leur est utile parce qu'ils deviennent utiles à leur ville, à leur pays, à leur maman, Quand on ne travaille pas, on est mauvais fils, on est une mauvaise... Sam Tchabalala se gratte la gorge. Comment vous recrutez ces jeunes? C'est les mairies.
c'est la mairie, à Dakar, c'est la mairie qui s'en charge. Au Burkina, nous avons investi nous-mêmes dans l'usine, c'est nous qui recrutons. Mais au Burkina, comment dirais-je, compte tenu du fait que l'activité a ralenti à cause des événements militaires, etc., aujourd'hui, les jeunes sont un peu désœuvrés parce que, bon, il n'y a pas de financement. Eh bien, on va vous emmener dans un pays où les financements sont garantis, où les jeunes sont tous occupés à regarder le JT du Gondwana. Et c'est avec Maman. Tu viens jeter ton pavé dans la mare. Je te dis. Je vois qu'il y a toujours un centrafricain dans l'émission. Hein? C'est mal. Il y a une béninoise aussi. Tant que tu ne t'attaques pas aux Béninois, ça va. On ne s'attaque pas au Bénin, on marche dessus. Attention. Chers téléspectateurs, bienvenue sur Gondwana TV, la télévision officielle de la République très très démocratique du Gondwana, la seule télévision que vous devez regarder, sinon je saute, vous aussi. Mais comme toujours en République très très démocratique du Gondwana, avant toute chose, avant de commencer ta journée de patron, de petite et moyenne entreprise, de vente de beignets au marché de Gondwana City, avant de mettre de côté la somme d'argent que tu as provisionnée pour les agents du trésor public gondwanais qui vont passer tout à l'heure, pour récolter la patente, pour récolter la taxe voirie, pour récolter la taxe... on a soif, mon frère. Pour récolter la taxe... ma cousine se marie demain. Et enfin, pour récolter la taxe... Merci beaucoup, on revient demain. Avant tout cela, il faut méditer la pensée du jour de notre leader bien-aimé, son Excellence, président fondateur. L'État, c'est vous. Tout ce que vous donnez à l'État vous appartient. Donc, regardez comment nous vivons bien. Alors, dites-vous merci à vous-même, Dieu vous le rendra. Alors, vous le savez, chers Gondwanais, dans ce pays, il y a beaucoup d'entreprises. Mais la plus prospère et la plus grande entreprise, c'est la République très, très démocratique du Gondwana elle-même. Nous savons tous qui est le PDG de cette entreprise. C'est notre leader bien-aimé. Nous savons tous qui est l'actionnaire majoritaire de cette entreprise. C'est notre leader bien-aimé. Nous savons tous qui sont les actionnaires ultra minoritaires de cette entreprise. C'est vous-même. Hein? Mais rien ne vous empêche, chers Gondwanais, de créer votre propre entreprise à une condition, une seule, en faire la demande à l'oncle national. Vous connaissez pas l'oncle national? L'oncle national au palais présidentiel, tout le monde l'appelle tonton. Son bureau se trouve au palais présidentiel juste avant d'entrer dans le bureau de président fondateur. L'oncle national est aussi surnommé Monsieur 15%. Tu veux monter une affaire au Gondwana? Tu donnes 15% à l'oncle national. Rien ne se fait sans les 15% de l'oncle national. Par exemple, regardez cette magnifique autoroute 4 voies sur ces images. Oui, c'est tout ce qu'on a pu faire après que l'oncle national a pris ses 15%. Mais attention. Après plusieurs appels d'offres, on a pu faire une route. Et à chaque fois, l'oncle national a pris ses 15%. On a pu faire une route qu'on peut voir ici. Il manque toujours quelque chose sur cette route. Voilà. Voilà. L'âne est têtu. Quand il n'y a pas de passage piéton, il ne traverse pas. Rien ne se fait sans les 15% de l'oncle national. Même quand tu lui serres la main, tu lui donnes 15%. Par exemple, regardez sur ces images. L'oncle national, vous voyez, il y a des fautes d'orthographe qui ne sont pas des fautes d'orthographe. C'est juste parce que l'oncle national a pris ses 15%. Il n'y avait plus assez peinture. Voilà, il n'y a plus de E. C'était le journal télévisé de Gondwana TV, la télévision officielle de la République très très démocratique du Gondwana, la seule télévision que vous devez regarder, sinon je saute, mais pas les 15% de l'oncle national. Hein.
Sacré Maman, que vous retrouvez évidemment sur RFI et l'actualité du Gondwana. On l'a pioché également sur la page Facebook de cette émission. Ou alors, ils ont été très nombreux à cliquer, comme Prisca et Maryse l'ont remarqué, en disant d'ailleurs, ben voilà, est-ce qu'il y a un endroit où on peut se procurer des nœuds papillons? Ça, à défaut du passeport. Très fashion, hein. Oui, c'est fait par une Gondwanaise. Oui, dont on n'a pas l'adresse. National a pris 15% dessus quand même. Mais là, c'est Angèle Moana dont on avait parlé la dernière fois. Eh oui, qui est très imaginative. Elle est dans les sous-sols du palais présidentiel à faire des nœuds papillons. Qui est devenue gondwanaise. Pauvre Angèle. Johnny Youssouf, Mahamat, Christian Oumba, Sabine Boyer et Jocelyn Manima, d'ailleurs, eux, ne tarissent pas d'éloges par rapport à l'actualité musicale du continent. On va y revenir avec Sam Tchabalala tout à l'heure. Mais lorsque vous voyez cette jeunesse au travail, Sam Tchabalala, qui veut s'en sortir, c'est évidemment une chose qui vous motive aussi sur le plan de l'art? Ah oui, beaucoup. Parce que ici j'ai aussi travaillé avec les enfants et j'avais vu il y avait beaucoup d'opportunités. Et j'ai dit, c'est ça qui manque. J'étais dans le township, je regarde, ils sont là avec l'énergie, mais il n'y a rien qui... Voilà. Qui avance. Ouais. Question gondwanaise, en tout cas le hachimo, il n'est peut-être pas encore présent là-bas, hein, ce concept à haute intensité de main-d'œuvre. C'est interdit le hachimo. Oui, non, mais ce n'est pas du tout cela. Par contre, Béli Bienne, lorsque l'on parle de vos différentes passions, il y a évidemment ce pavage avec cette entreprise dont vous nous avez parlé, mais également le bon vin. Et Bibi Tanga en sait quelque chose, car je vais rappeler... Il a dit que son entreprise n'est pas prospère, hein. Ouais, moi, il faudrait qu'il vienne au Gondwana. Il y a une entreprise au Gondwana qui est très prospère, c'est la société qui met des trous sur les routes gondwanaises. Et après, on ne pourra pas venir. Vous devez vous associer. Il faut aller boucher les En tout cas, c'est authentique, car Béli Bienne, moi, je ne peux pas croire qu'il n'est pas prospère. Parce qu'il remplit bien la veste, quand même. Il est commandeur. Je vais y arriver. Regardez cette photo. Il est commandeur de l'ordre de Bontemps, de Médoc, des Graves, de Sauternes et de Bercy. Ah oui, il a tout goûté. Béli Bienne. Bravo. Et il s'agit là du bon vin. C'est un lien direct avec cette aventure d'ailleurs du paradis des meilleurs vins. En tout cas, que Bibi Tanga a beaucoup apprécié là-bas. Parce que j'y suis allé. Maintenant, ça n'a pas de lien avec Maryse. Absolument. Ça n'a pas de lien avec c'est autre chose. Ça veut dire que c'est un autre... Ça, j'ai été décoré ici en tant que Russe. Oui, non, mais alors, citoyen russe. Alors, en tant que citoyen russe, mais regardez cet endroit où l'homme au chapeau d'ailleurs a été. Alors, pour vous, il s'agissait de se retrouver, pas simplement autour du bon vin, avec modération évidemment, mais de créer un lien où la culture, où l'échange serait vraiment présent. Oui, c'était ça. C'était créer un lieu bien. Awaga, quoi, c'est tout. Mais depuis le début de cette émission, vous vous mettez beaucoup en retrait avec beaucoup de modestie. On vous dit l'entreprise est florissante. Non, ça ne gagne pas beaucoup. Là, c'était juste pour faire un lieu comme ça. J'ai quand même la sensation que vous êtes, si je peux me permettre, un citoyen modèle. Parce que vous avez créé une entreprise qui est florissante et qui fait travailler les autres. Et puis vous vous dites, maintenant que je gagne ma vie, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et vous allez aussi investir dans la culture. Je suis persuadée que ça n'est pas uniquement pour votre plaisir personnel. Le vin? Le paradis des vins, oui, pas que le vin. Le vin, vous faites ce que vous voulez, mais le lieu... Non, mais quand tu fais un endroit où il y a des gens qui viennent, qui sont épanouis, qui sont contents, tu es content toi aussi. Donc, je pense que... Moi, je fais ce qui me plaît. Je fais ce qui me plaît. Quand je suis rentré, j'ai voulu avoir un truc bien, un bar à vin. Tout le monde m'a dit, non, il faut que tu vendes la bière, sinon personne n'allait venir. Voilà, c'est ça. J'ai dit, non, je ne vais pas vendre la bière. Je vendrai du vin, les gens viendront. Ils viennent, ça les plaît. Moi-même, ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas mis pied là-bas. Merci. On va vous retrouver là-bas. Merci d'opération Serval. Hein. Allez, parfaite transition pour retrouver la musique avec Bibi Tanga. Alors les mélomanes que vous êtes auront sûrement reconnu les sonorités du blues mandingue. Ah non, là aujourd'hui je chante très mal. Ce blues qui a enfanté les plus grands noms du blues, tel l'illustre, le bien nommé Ali Farka Touré. Mais aujourd'hui, ce n'est pas au Mali que je vous emmène, non. C'est au pays du grand Bembé à jazz. La Guinée-Conakry. Pays dont est originaire le musicien du jour, Mo Kouyaté. On regarde à quoi ça ressemble. Prends
Nasaluna fende falama nalowe Nalandaluna fende tuma Iara Ion fafala fanyama Uyeleba 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 Ah, on adore. Moi, j'adore aussi. J'ai écouté, la première fois que j'ai écouté, ça m'a fait vibrer. Alors, il est chanteur. Bon, je ne veux pas être méchant. Il n'y a pas de méchanceté derrière ça. Chanteur, guitariste. Moi, quand je prends la basse, je joue, je suis un peu moyen, quoi. Mais lui, il est chanteur-guitariste, mais il est surtout un peu moyen. prodige. C'est un prodige de la guitare. C'est-à-dire, c'est vraiment un grand guitariste de jazz, de funk et tout. Alors, il baigne dans la musique depuis qu'il est jeune. Très tôt, il accompagne son père, ses oncles au balafon. Donc, c'est dire la confiance que son entourage, ses pères lui témoignent. Il accompagne quand même dans des cérémonies comme le mariage, les deuils et tout. Et un jour, il y a une anecdote qui est assez marrante. Il faut vraiment écouter cette anecdote. Il casse la guitare, la corde de guitare de son père. Alors, comme tout enfant obéissant, il est paniqué. Il se dit qu'il va se faire engueuler et tout. Le papa revient en musicien éclairé. Non, bon, je vais t'enseigner ses premiers accords, quoi. Donc ça, c'est un truc à méditer. C'est-à-dire quand un enfant casse quelque chose à la maison, avant de le cogner là, hein, il faut montrer comment faire. Il faut lui montrer comment faire avant de le bonne remarque. Ça dépend ce qu'il a cassé. Ça dépend ce qu'il a cassé. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, ça dépend ce qu'il a cassé. Ah oui. Bon. S'il a cassé ta Mercedes, tu lui montres à conduire. Tu lui apprends à conduire. Il faut qu'il apprenne à conduire quand même. Bon, trêve de plaisanterie. Bon, Mou Kouyaté, comme je vous disais tout à l'heure, il est considéré comme un virtuose de la guitare. On l'a souvent comparé à Sékou Diabaté. Vous savez, l'illustre guitariste. Sékou Bembeya. Voilà, du Bembeya, exactement. Et il a joué, donc, à force de bien jouer et de bien chanter, il a été remarqué. Il a joué aux côtés de Bassisoko, de Chiatolno. Et il a récemment aussi fait une tournée, 2 tournées d'ailleurs, mondiales, avec un bluesman américain qui s'appelle Corey Harris, que vous avez dû voir dans un documentaire qui a été réalisé par Martin Scorsese, qui s'appelle From Mississippi to Mali. Donc, il restitue un peu, j'en parle souvent ici de l'histoire du blues. Magnifique, oui, c'était un truc extraordinaire. Un super documentaire qui justement remet un peu à la place, le blues à sa place, quoi. L'origine du blues, From Mississippi to Mali, c'est un peu comme un retour aux sources. Donc il a été reconnu, apprécié de ce grand bluesman américain qui est vraiment une référence du genre. Donc c'est dire le talent de ce type. Et il a aussi collaboré avec l'afro beatmaker qui s'appelle Tony Allen. Tony Allen. Robert, Grand inventeur de l'afrobeat. Avec Fela. Avec Fela. Il a collaboré avec Habib Kouyaté, avec Fatoumata Diawara. Donc il y a énormément de gens. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir ce premier LP de monsieur Mou Kouyaté. On dit plus LP Chilo. aussi, on dit CD. EP. Non, même pas LP, on dit EP. Voilà. On dit EP. EPK même. On dit EP. Mais là, c'est EP. Donc le premier LP qui s'appelle Chilo. Vous voyez la pochette ici. Alors c'est vraiment de la bonne musique. Je sais que je le dis souvent, mais c'est de la bonne musique africaine. Pourquoi? Parce que on l'appelle le griot moderne. Vous avez vu tout à l'heure dans le petit clip qu'on a regardé, c'est vrai qu'il y a des sonorités anciennes, mais il y a un côté moderne. Il y a un côté un peu folk. Folk, exactement, comme tu disais tout à l'heure. Folk, funk, il y a vraiment, il porte vraiment ce nom-là, il le porte à merveille, le griot des temps modernes. Alors moi, à chaque fois quand j'écoute maintenant Mou Kouyaté... Moi, j'ai jamais entendu un chanteur suédois, on le traite de griot moderne. Hein. Quand on est en train de faire quoi? On dit griot moderne. Mais griot moderne, c'est-à-dire qu'il a vraiment pris la tradition du récit, la tradition du chant, un peu comme un troubadour africain. Voilà. Alors moi, quand j'écoute Mou Kouyaté, aujourd'hui, moi, ce que je dis, et c'est une bonne phrase de fin, je dis « Mo bel blues Kouyaté ». Mou Kouyaté, grâce à Midi Tanga, on le découvre. C'est un des élèves d'Amadou Sadio Diallo, qui est un des doyens, un des koros, comme le diraient Vallès et Mike, qui a aujourd'hui, en tout cas, son nom inscrit en haut de l'affiche. En parlant justement, Bibi, de doyen, on voulait dans cette émission faire un clin d'œil au gentleman Viké, Gustave Benou Viké. Oui. Regardez. Regardez la pose, l'élégance. Voilà. J'ai beaucoup voyagé. Eh oui. Je chante partout. Il s'en est allé, Gégé Viké, le 15 mai dernier, à l'âge de 69 printemps, on lui doit des succès comme Sur le lac à aimer, Tout, Bori, et des morceaux comme Vive les mariés. C'est un monument de l'Afrique qui est parti à un panafricain en chanson et qui a créé cet hymne Vive les mariés. Ouais. Et que Prisca chante par cœur d'ailleurs. Hein.
Et on voulait vraiment le saluer dans cette émission. Ça me rappelle mon mariage. Non, je blague. Alors il fallait vraiment, en tout cas, ovationner Gégé Biquet qui désormais s'en est allé au paradis des ancêtres. On imagine que ces chanteurs des années 60, Sam Tshabalala comme Hugh Masekela et tous les autres, il faut vraiment les célébrer. Bien sûr, parce que nous, on les a suivis. C'était l'exemple. Voilà. So, il faut... Un peu comme Georges Ouedraogo, le Gandaogo national, qui parlait de la jeunesse burkinabé, et ça c'est très important. Et puis en parlant de jeunesse, en parlant d'entreprendre et de solidarité, on a d'ailleurs envie de vous emmener en Guinée-Conakry pour découvrir une expérience qui est tout à fait particulière. Là-bas, vous allez voir que les chefs d'entreprise ont décidé de se serrer les coudes pour faire front face aux problèmes qu'ils rencontrent et qui sont parfois des problèmes d'insécurité. Direction le pays de Sékou Bembeya. Nous avons pu mettre en place le premier bureau en 2003. Non seulement nous avons fait recenser toutes les victimes de pillages de différents événements et nous avons interpellé les uns et les autres pour que les opérateurs économiques soient protégés, soient sécurisés, soient rassurés parce qu'à longueur de journée, des hommes en tenue rentraient à l'intérieur du marché de Madina, le plus grand marché de la République de Guinée, pour harceler les commerçants qui sont là, pour soutirer des choses avec eux, pour les intimider. Ils sont venus la nuit à 23h mettre l'essence et incendier les boutiques qui sont là. Tout ce que vous voyez ici. Le président de Goa a été informé la nuit. Très tôt le matin, il est venu faire le constat. Le Goa a procédé à un sérieux recensement et posé beaucoup de questions et évalué les pertes. Et nous allons soumettre notre rapport à qui des droits. Vous êtes au nombre de combien aujourd'hui 360. 360 cas de victimes. Si nous sommes informés, on écrit tout de suite au ministre soit de la Justice ou de la Sécurité. Dans la lettre, c'est toujours mentionné. Si vous ne réagissez pas dans les 48 heures qui suivent, nous serons obligés de remettre le dossier aux organisations de défense des droits de l'homme et de la presse internationale. Quand les opérateurs sont victimes, l'argent ne va pas rentrer dans les caisses de l'État. Et si l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État, les fonctionnaires ne seront pas payés. Les forces de sécurité ne seront pas payées. D'où l'intérêt de tout le monde de protéger les commerçants sur leur lieu de travail. C'est le secteur privé qui fait vivre l'État. Le Goa nous aide pour qu'on nous rembourse. Mais néanmoins, on a recommencé. On prie à Dieu. On remercie à nos parents aussi, parce qu'on a eu beaucoup d'aides, on a recommencé petit à petit. Nous faisons ce travail sans démagogie, sans parti pris, sans voir lui là il est de telle ethnie ou de telle ethnie. Nous n'avons pas ça dans la tête. Nous travaillons pour l'intérêt de l'ensemble des opérateurs économiques. Et si chacun joue son rôle, je pense que le pays va décoller normalement. Une belle initiative depuis la Guinée-Conakry, des initiatives, on y revient en second volet d'émission car nous retrouvons Richard Attias, initiateur du New York Africa Forum, mais également Sam Tshabalala, présent en musique sur ce plateau avec Africa Soul. On l'écoute et on se retrouve juste après. Lebelela kwa pele go nena godile o tlolola le bogo dipelong tse di bohloko re botsa dipotso dintleng tsohle ba maswabileng ba sa roba le boroko tswela pele re tswele pele tshwaragana go nne kagiso batho so
Ces mécréants ne sont-ils pas des hommes comme nous? Un coup d'épée ne les fait-il pas saigner? Est-ce que tu connais de nos divinités? Prêtre. C'est lui qui a tué mon frère. Je l'ai fait pour toi, guerrier au bouclier. Il y a rivalité. Il y aura violence. Des os et des crânes brisés, je les vois. Sache qu'il n'est rien d'autre qu'un humain. Est-ce qu'il est mort? Viking, de nouveaux épisodes inédits, demain soir sur Canal+. De retour sur le plateau de Plus d'Afrique, où l'Afrique est représentée du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec un entrepreneur venu du Faso, Belly Bien. Le pavage atteindra bientôt Brazzaville et même la cité d'Abidjan. Et l'artiste Sam Tshabalala, qui avec Keystone nous a fait danser Tanana Manana. C'est donc un nouvel opus qu'il présente en avant-première. Il y aura un autre live tout à l'heure. Sam Tshabalala from South Africa. Et avant de poursuivre avec lui, c'est également aussi, évidemment, cet événement qui est très très important et qui a donné donc le start aujourd'hui à Libreville jusqu'au 16 juin prochain. C'est donc le New York Africa Forum, 2e édition, mise en avant et portée par l'énergie de Richard Attias et son équipe. Un forum pour mettre l'entrepreneuriat et toutes les énergies innovantes en Afrique. On regarde un extrait de la bande-annonce. Du 14 au 16 juin prochain se tiendra la 2e édition du New York Forum Africa à Libreville. Rejoignez plus de 700 décideurs internationaux autour des 6 thèmes qui font avancer l'Afrique. Indépendance, incubation, investissement, infrastructure, innovation, inspiration. Nous vous invitons à jouer un rôle actif dans le développement de cette Afrique qui se transforme. Le New York Forum Africa 2013, du 14 au 16 juin à Libreville au Gabon. Le New York Forum Africa 2013 qui se tient à Libreville en marge évidemment du sommet des chefs d'État de la CEMAC. Une initiative avec 700 participants pour trouver des idées innovantes. Belly Bien, Canal+ Afrique est partenaire de cet événement. Un événement qui va mobiliser évidemment toutes les énergies. On en est très fiers. Pour vous, c'est ça la partie active qui vous intéresse dans l'entrepreneuriat et dans la nouvelle marche de l'Afrique? Non. Moi, tout ça, moi j'encourage. Ça veut dire que c'est super, on parle d'innovation, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, il y a beaucoup de discussions, c'est super. Mais il va falloir faire un bilan un jour pour voir, après ces forums-là, il y a combien d'emplois qui ont été créés, etc. C'est ça le plus important. C'est les emplois, il faut créer l'emploi. Parce qu'aucun discours ne viendra mettre quelqu'un au travail. Non, mais c'est eux qui ont les emplois, ça leur donne du travail. Eux. Eh bien, justement, je pense que nous sommes en ligne avec l'initiateur, donc justement du New York Forum Africa, Richard Attias, qui est en ligne avec nous, je l'espère. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous intéresser à ce que l'on fait aujourd'hui à Libreville. Eh bien, nous nous y intéressons, et d'autant plus que c'est la 2e édition, Richard Attias, et dans Plus Afrique et Canal+ Afrique. D'ailleurs, nous sommes très fiers d'accompagner cette aventure qui a démarré d'ailleurs l'année dernière et qui, cette année, prend encore une autre dimension. Tout à fait. En fait, elle a démarré, je dirais, presque il y a 4 ans, puisque le New York Forum a d'abord été créé à New York. Et puis, il a manqué pour moi une dimension indispensable, qui était la dimension africaine. Il est très souvent difficile pour les Africains de venir à des événements internationaux, surtout quand ils sont aux États-Unis pour des questions de visa. Donc nous avons décidé, à l'initiative du président Ali Bongo Ondimba, de créer une édition africaine. C'est la 2e édition. Nous sommes comblés, puisque malheureusement nous avons même été obligés de fermer les inscriptions il y a déjà plus d'1 mois. Et voilà, nous avons des débats qui commencent sur plusieurs thèmes, afin d'essayer de voir comment on peut transformer ces opportunités africaines que nous avions recensées l'année dernière en réalité. Alors c'est un événement qui se tient en marge, je le rappelle, du sommet de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, présidée par le Gabon actuellement. L'attente est encore plus grande, Richard Attias, par rapport justement à ce calendrier. Écoutez, l'attente est immense parce que vous-même et un certain nombre de vos confrères ne cessent de dire, de rappeler que l'Afrique est à un tournant de son histoire, des progrès économiques importants, des croissances parfois insolentes. Nous l'avons vu récemment d'ailleurs à Marrakech aux Assemblées Générales de la BAD qui se tenaient il y a 15 jours. Il y a une véritable réalité économique. Pour autant, il y a
a encore beaucoup d'exclusion, il y a de la pauvreté, il y a des problèmes d'infrastructure, il y a des problèmes d'éducation. Et donc l'attente est immense et l'attente des jeunes est colossale. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons souhaité au New York Forum Africa 2e édition intégrer un certain nombre de jeunes, d'étudiants venant de plusieurs universités africaines, également de jeunes entrepreneurs, afin qu'ils soient inspirés par ce que j'appellerais les barons, la old guard, qui sont des personnalités qui ont déjà plus ou moins réussi, afin qu'ils puissent trouver des accès au financement, des conseils, et qu'ils bénéficient aussi de multiplier leur réseau international. Nous vivons dans une économie tellement globale que même quand on est une toute petite et moyenne entreprise, on a besoin d'étoffer son réseau international. C'est l'un des objectifs du New York Forum Africa. Un objectif qui sera relevé à n'en point douter, et ce jusqu'au 16 juin prochain. Richard Attias, merci d'avoir répondu aux questions de Merci Plus de votre d'Afrique. invitation. Merci beaucoup à vous. Et c'est donc du côté de Libreville que ça se passe, avec évidemment un entrepreneuriat et des personnalités. Carl Lewis, Robert De Niro l'année dernière. Oui, non, mais il manquait et pourquoi l'équipe pas de Plus Billy Bien d'Afrique, cette donc, année. Ça manquait voilà. C'est très bien De Niro, mais Robert Brazza, c'est mieux. Mais il y a Alors, Tu as Robert De Niro et Robert de Brazza. Oui, mais ce sera peut-être sur les marches, qui sait, comme vous l'avez vu dans cette spéciale cinéma. Mais en attendant, notre invité Sam Tshabalala a quant à lui déjà donné en tout cas le là en ce qui concerne son talent. Et sur scène, ça déménage. Regardez. Abafisi kubasakelane Kapelani madodango balesizo Ichi baba lesizo Zidele lempini Kapelani madodango balesizo Lesizo Zidele lempini Giti mina Giti mina Giti mina Giti mina Io bella lenta Sam Tshabalala, accompagné de Bangulab Jack Jeyim de Patrick Bébé pour porter l'Afrique en musique. L'album Tanana Manana, oui. 6 ans presque après Meadowlands. Vous nous avez vraiment fait attendre, mais ça valait le coup. Parce que dans ce nouveau disque, comme dans toute votre carrière, Sam Tshabalala, il faut collaborer. Vous aimez travailler en groupe? Bien sûr, parce qu'en France, c'est là où j'ai découvert la culture africaine ici en France, avec tous les talents qui sont là. Des autres, ça fait longtemps que je travaille avec eux. Pour le nouveau, je voulais ajouter d'autres musiciens. Comme Paco Seri. Oui, parce que j'avais participé pour son album. Oui. Je lui demandais de venir et puis il était là toujours. Et Ala Debuissan aussi. Et Chief Udo qui travaillait avec le Ghetto Blaster. Oui, from Nigeria, avec Kiala et tous nos amis. Oui. Alors, avant même qu'on poursuive cet entretien, Sam Tshabalala, on va revenir sur la dimension des townships, la tradition, parce qu'aujourd'hui, c'est le gumboots que vous mettez en avant. Et on s'est dit sur le plateau de Plus d'Afrique, nous, on aimerait voir ce que ça donne en live. Et on aimerait vous voir le faire. Et je sais que Sam, qui est un des élèves de Paco Seri, le veut aussi. Donc, vous allez vous placer là-bas, devant l'orchestre. Le vrai gumboot, je dis Mike, évidemment. Le vrai gumboot. Alors ça, vraiment, ça nous emmène directement aussi dans la dimension de ces mines sud-africaines où le labeur est très difficile et où la tradition est quand même très présente. Sam Tshabalala, qui est un homonyme célèbre en parlant de Joseph Tshabalala, qui est le membre leader de Lady Smith Black Mambanzo, mais l'aventure pour vous commence du côté de Pretoria, dans un contexte d'apartheid qui n'est pas du tout facile, avec des images qu'on voulait vous montrer, car il s'agit aussi de l'histoire. Un régime de Pretoria où les Blancs et les Noirs sont séparés, voilà, comme on le voit sur ces bancs. Et vous, c'est dans cette période que vous avez grandi.
Oui, j'étais né juste pas loin. On va essayer de le retrouver, de refixer son micro en live d'ailleurs, parce que le gumboot, ça a éloigné son micro, mais ça marche très bien. On nous dit que ça marche très bien, allez-y. Je suis né en fait pas loin de Pretoria, jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est quand j'ai déménagé pour aller à Pretoria, c'est là où j'ai dit waouh, j'ai pas le droit d'être là, j'ai pas le droit. C'est là où je me confrontais vraiment avec le système apartheid. De l'apartheid. Et ce qui est étrange quand on reçoit sur ce plateau tout en lumière cette Afrique qui gagne, c'est que vous êtes jeune encore et on a beaucoup de mal à imaginer que c'était hier. Tout à l'heure. Voilà, ou Exactement. même pas encore avant-hier. Oui, exactement. J'ai plein d'histoires à raconter, mais ça fait pas longtemps. Alors vous avez décidé de lever le poing, vous, et puis de demander cette liberté. Et ça a été la première aventure avec les Malo Poets, vos amis. C'est un groupe qui, dès la fin des années 70, s'impose. Vous cartonnez un petit peu partout, vous partez en tournée ensuite. Et pendant cette tournée, eh bien, vous décidez de poser vos valises en Europe et de choisir l'exil, qui est une période pendant laquelle vous faites des scènes comme ici à Angoulême, au Jazz Festival en France. Mais c'est une période qui est aussi très dure parce que votre pays, à ce moment-là, connaît des heures sombres. Exactement. En fait, le moment qu'on est parti, c'était dur. C'est là où les choses bougeaient plus vers la liberté. Et nous, on est parti. Et puis, je savais même pas, j'étais pas sûr que je vais retourner, en fait. J'ai dit, OK, ça sera pour 20 ans, 25 ans. Mais après 8 ans, ici, Mandela était libéré. Et vous avez justement croisé Nelson Mandela, d'ailleurs, au moment de son passage. Et ici, c'était un voyage qui était très important. Nelson Mandela, mais également Desmond Tutu, l'archevêque. Et il fallait dire aussi, pendant cette période, que pour vous, il s'agissait de dire voilà ce qui se passe en Afrique du Sud, de donner des messages. Et ces messages, vous les donnez partout où vous allez en disant voilà, moi je suis musicien, mais en même temps je suis un combattant. Et ce combat pour la liberté, Marie, c'est vrai qu'il force le respect. Mais ça force le respect, d'autant qu'on se rend bien compte que dans cette période, l'Afrique du Sud a perdu quasiment toute sa scène culturelle et artistique parce que tous les artistes étaient engagés, en tout cas les artistes noirs évidemment. Hein. Et donc effectivement, c'était compliqué parce que décider de s'engager en musique ou en art, c'est décider de l'exil, quelque part. On sait que si on prend cette voie-là, d'ouvrir, de crier sur sa révolte, on est obligé de partir ou alors on est obligé de se taire. Donc je trouve que c'est tu finis en prison. Voilà. Alors, à ce moment-là, on a weapon, on a une arme qui est en tout cas une arme pour le bien, c'est-à-dire on a le chant et la voix. Est-ce qu'il y a un chant que vous entonniez dans les townships à l'époque, que vous pouvez nous faire sur ce plateau? Tout de suite là. En acapella. Emma wavine wa kalinkomo wa kalimbuzi ya shimizi wendu wakumisepa wendu esavuta wendu uya wabona mawu teslomega nje na gumnyama gunzi. Oh, c'est un voyage en un L'appel à la révolte, l'appel à la liberté. Hein. On ne comprend pas, mais on le sent. On est très émus. Ça va être une chronique, c'est sûr. Parce qu'il y a vraiment une particularité qui est vraiment liée à l'Afrique australe, cette sonorité et les gammes utilisées. C'est une couleur qu'il n'y a que là-bas. La couleur est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? le rythme avec le piment. Moi, je le piment, tu fais ça. Non, mais même au niveau des gammes et tout ça, quoi. C'est vraiment, c'est une autre gamme, quoi. Oui, il y a beaucoup de chorales. En fait, on a moins de percussionnistes. Les gens, ils jouent les marimbas et tout ça, mais c'est pas comme au Sénégal ou Guinée ou les tokens. La percussion est dans la voix. Oui. Et ils dansent toujours. Oui. Et c'est le plaisir également qui est sur ce plateau. Et à mon avis, ça donne un indice pour l'humeur du jour de Maryse. On s'en est à peine remis. C'est extrêmement émouvant. Je vais essayer d'avoir autant de percussions, ce qui est pas évident, mais quand même, puisqu'on va parler... On a dit qu'il n'y a pas de percussion, justement. Il y a la percussion dans la voix. Tu veux que je te percute? Je vais te montrer un peu. Je vais parler de l'Afrique qui gagne. Une autre alternative, pas l'Afrique du Gondwana. On sait qu'elle gagne, mais on ne sait pas trop comment, avec des moyens du bord.
Avec beaucoup de moyens. En tout cas, vous vous souvenez tous, j'en suis persuadée, sur ce plateau, du pied de nez des étudiants afro-norvégiens pour s'élever contre la façon dont cette espèce d'afro-pessimisme, voilà, la façon dont l'Afrique était vue par la communauté internationale, et ça avait donné cette opération extraordinaire, Radi Aid Africa for Norway, qui montrait par exemple comment un pays scandinave comme la Norvège serait vu par la communauté internationale avec la fameuse loupe pessimiste. Et ça donnait ça. Les jeunes afro-norvégiens disent non au visage unique d'une Afrique véhiculée par les médias occidentaux, donc une Afrique afro-pessimiste, on est bien d'accord. Et ils retournent la situation avec beaucoup d'humour. Regardez ce clip parce que, franchement, il faut chanter avec eux d'ailleurs. Regardez, regardez. Bravo. It's time for us to care. This heat's enough for no way. Vous vous rappelez? Ils ont besoin de chaleur. Maryse est trop forte. Africa for Norway. Maryse est trop forte. Vous vous souvenez de la chanson, hein? Oui. Give our radiators away. Il fallait emmener, donc c'était une opération pour emmener les radiateurs en Afrique. En Norvège. C'était vraiment pour montrer cette image pessimiste. Eh bien, depuis quelque temps, la tendance quand même semble s'infirmer, aller en arrière, puisqu'on voit émerger dans la presse internationale l'image d'une Afrique subsaharienne qui se bat pour lutter contre ces fléaux. Et notamment, on a paru en mars le hors-série de Courrier International que je tiens ici. Voilà, je pense qu'on le voit bien. Et ce numéro de Courrier International qui est intitulé Afrique 3.0, présentait un continent en mutation, raconté par des Africains eux-mêmes. Les articles étant tous signés par des personnalités du continent africain. Il y a également début mai ce numéro de Alternative Internationale, vendu dans plusieurs pays du continent, qui a sorti un hors-série qui évoque une Afrique qui avance malgré les difficultés. Non, qui bouge, qui bouge. Qui avance. C'est comme le cadavre. Ça bouge et ça avance. Ça bouge, ça bouge, ça avance. C'est de la samba en fait, tu vois, hop là, tu vois, ça avance comme ça. Des numéros qui nous racontent des histoires d'Africains qui mènent des combats socio-économiques avec beaucoup d'ingéniosité, malgré parfois, on le sait, des moyens qui sont très limités. Mais on se dit que la fatalité n'est plus de mise dans cette Afrique et les initiatives qui sont mises à l'honneur, notamment dans ce numéro d'Alternative Internationale, montrent un continent capable de se bâtir un avenir meilleur. Alors un avenir qui repose bien sûr sur des femmes et des hommes, qu'ils soient entrepreneurs, créateurs, journalistes ou militants. Ça, c'est très important. On en voit quelques-uns sur nos écrans. Les Mac Bowie. Oui. Les Mac Bowie, qui a reçu ce prix Nobel de la paix il y a quelques temps avec une autre femme libérienne et une autre femme du nord de l'Afrique. S'il existe encore de grandes disparités entre les niveaux de vie et le développement des 49 États subsahariens, on le sait, on ne peut pas comparer notamment avec l'Afrique du Sud par exemple, mais même s'il existe des disparités entre ces États subsahariens, des motifs d'espoir émergent et notamment dans ce numéro, on nous parle d'initiatives comme au Burkina Faso ou au Niger où on suit le combat des paysans pour faire reculer la faim. On en a parlé d'ailleurs de la faim et des terres notamment qu'il fallait redistribuer. On a également parlé dans Plus d'Afrique du Rwanda, de cette école pour tous qui est présentée aussi dans Alternative et au Bénin avec le renforcement de l'apprentissage professionnel pour les déscolarisés mais aussi pour les post-bac. Le Bénin qui nous a d'ailleurs amené sa plus belle ambassadrice, très diplômée, en la présence de Priska Oguma. C'est gentil. C'est un point important, je crois. C'est gentil, même si le Nigérien n'est pas content. Il n'est jamais content. Il n'est jamais content, de toute façon. Le Gondwana, tu sais bien que les diplômes, c'est 15%. 15%. C'est un point... On ne peut pas être sûr que c'est de bons diplômes. On n'est pas sûr, on ne sait pas s'ils ne sont pas achetés. Au bac plus 3, tu as 3 parents bien placés. Voilà, c'est à peu près ça. Mais je crois que c'est très important pour ce continent qui compte encore trop peu de techniciens. Je crois que c'est important, ce n'est pas à vous que je le dirai. Il faut des techniciens et on en avait parlé également avec Didier Akwete, le président d'Afrique Search, qui est également dans ce numéro d'Alternative Internationale. Alors, une croissance économique dopée, des élites rajeunies, une transition démocratique en marche, il faut le dire, même si ça n'est pas avec la même marche partout, il y en a certains qui marchent un peu en canard encore. On peut dire que le continent africain serait le continent du futur. Beaucoup le pensent en tout cas. Il le sera. Vous le pensez? Il le sera. En tout cas, avant tout, avant cela, il faudra qu'il s'adresse et qu'il compte sur ses forces vives, ses forces de la nation, même celles qui sont opprimées dans le Gondwana. Et nous ne pouvons que saluer ça.
puisque ce hors-série nous montre qu'on peut vraiment avancer. J'aurais juste un tout petit bémol. L'autre numéro, celui de Courrier International, montre des initiatives, mais peut-être trop centrées encore sur ce qui va mal, c'est-à-dire le sida, la faim, etc., et montre comment aller mieux dans ces domaines-là. Mais il y a aussi des domaines qui vont bien depuis très longtemps, et on est là, tous, ensemble, ici, pour les mettre en avant. Ils sont gratuits, ces magazines. Et on le fait avec bonheur, d'ailleurs. C'est le cheval de bataille de Plus d'Afrique et nombreux sont les confrères, et on les salue d'ailleurs, qui, en regardant des personnalités brillantes sur ce plateau, en font l'écho. C'est ce qu'on appelle la solidarité africaine. Solidarité en mode tendance, vous y croyez? Moi oui, avec Prisca. Alors Robert, chers tous, en tout cas le rendez-vous de la tendance, c'était à Cotonou. Que Robert, pas nous. Non, elle a dit je te dis. Chers tous. Donc tu fais dites donc, princesse, vous parlez avec un ton bien cérémonieux. Elle a le port alti. Ben oui, parce que j'étais à Cotonou pour les journées du textile. Par hasard. Et j'ai eu l'occasion de présenter le grand show de défilé de mode. Voilà. Et comment voilà. Donc je vous laisse regarder l'élément que je vous ai rapporté. Où sont mes 15%? Mikwabo, bienvenue à Cotonou. Je suis au cœur de la tendance de la mode africaine. Pendant 3 jours, les journées du textile font la part belle à nos étoffes traditionnelles revisitées par des stylistes africains. Suivez-moi avec Madame Badirou Rabiatou, l'organisatrice de cet événement riche en couleurs. C'est parti. Nous en sommes à la 4e édition. C'est le moment de revaloriser tous les acteurs du secteur de la filière textile, du petit tisserand, du créateur du coin jusqu'au grand styliste. Là, je vais voir Patrick Asso, un créateur ivoirien spécialement venu pour les journées du textile. Patrick, qu'est-ce que vous allez nous présenter ce soir? Ma collection que je prendrai ce soir s'appelle tout simplement African Queen. Et pourquoi African Queen? Pour montrer au monde entier que la femme même, c'est une reine. Et là, c'est un tailleur. Ce soir, dont je joue avec la dentelle, des paillettes pour souligner la taille et l'esprit beau du vêtement, tout simplement. Merci Patrick. Vous voyez, le défilé promet d'être explosif. Ce que la perle noire veut mettre en avant aujourd'hui, c'est nos étoffes traditionnelles qui se modernisent, mais qui en même temps revendiquent farouchement leur africanité. Donc c'est le mélange des genres, c'est le mélange des couleurs, c'est le mélange des matières. Admirez le spectacle et merci encore pour votre aide. Nous attendons beaucoup de créativité, d'inspiration pour motiver les jeunes Africains à s'épanouir de leur métier. Le noir, Prisca Oumba. Voilà, donc... non, vas-y. Non, on demande si c'était toi qu'il fallait regarder ou l'événement. C'est trop gentil. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà. Et je tenais à préciser qu'en fait, au cours de cette soirée de défilé de mode, il y a eu le concours des jeunes créateurs. Donc en fait, c'est surtout ça. C'est aussi de pousser ceux qui ont du talent et qui ne peuvent pas aller de l'avant. Il y a eu quand même 3 prix, 500 000 francs CFA, 300 000 francs et 100 000 francs, donc pour les 3 lauréats. Donc voilà. Et puis je tiens à préciser que c'est Patrick Asso qui m'habille aujourd'hui. Et comment? Merci, De la brillance et du style, il y en a évidemment avec toutes les couleurs portées par Sam Tshabalala. L'industrie de la mode en Afrique du Sud est explosive, hein, Sam Tshabalala.
Oui, parce que les couleurs sont toujours là et puis c'est le pays de l'arc-en-ciel. Avec pourquoi pas le Faso d'Anfani. D'ailleurs, Sam Tshabalala, il porte lui les couleurs de l'Afrique du Sud. Il n'y a pas qu'au Gondwana. Sur lui, il les porte avec style. Hein. Lui. Il n'y a pas que le jaune. Et en parlant d'ailleurs de couleurs, on va partir dans la case des artistes immédiatement sans vous faire attendre. Et cette semaine, elle se trouve en République démocratique du Congo, où le phénomène Jupiter n'arrête pas de gagner du terrain. Alors c'est un clin d'œil particulier d'ailleurs qu'on voulait faire également à Sandra Nkake qui est on the road. Jupiter, c'est une identité musicale, c'est également un message de conscience. Et nos caméras l'ont croisé du côté de Kin Label. On regarde. Ça va? Ben écoute, ça c'est mon père. C'est lui qui m'a amené trop petit en Europe. Hein. C'est lui qui m'a ouvert la tête. Moi, j'apporte un souffle nouveau dans la musique congolaise. Les gens ont fait la rumba. Moi, je dis, mais oui, la rumba, c'est une partie de la musique congolaise. Mais cette richesse immense que le pays regorge, mais pourquoi pas l'imposer? Toute la musique du monde, ça vient de chez nous. Je me suis retrouvé comme ça dans la musique. Je n'ai pas voulu faire la musique moi. Moi, je voulais être bureaucrate comme mon père, être diplomate comme mon père. Mais la musique m'a happé. Et on a oublié toute la musique traditionnelle de chez nous. Moi, je suis mongo. Moi, si on me dit quelle est votre musique, je dirais c'est la musique de ma mongo. Et on joue avec le tam-tam, le lokolé, tout comme ça, ainsi de suite. C'est ça notre musique, c'est ça notre source. Et chaque ethnie de ce grand Congo a sa particularité. Je suis né dans la musique. Cet instrument, c'est moi-même. J'ai fabriqué ça parce que chez nous ici, il y a un peu de difficulté là pour travailler la batterie. On travaille la batterie par l'imagination parce qu'il n'y a pas la batterie. C'est pour cela moi-même, je créais quelques trucs là. Jupiter, c'est un ami du quartier. On a grandi ensemble. Je travaille avec Jupiter quand il a créé les groupes Okwes International. Et les gens disaient toujours que vous faites la musique de blanc. Moi, j'ai dit, mais ces gens ici ne comprennent pas. Moi, j'étais en Europe. Tout ce que j'écoutais en Europe, les Bovic, les Beatles, les Boney M, les Jackson 5, tout ça. Mais cette musique-là, on les retrouve dans notre musique traditionnelle. Mais sauf que eux, ils ont pris ça, ils ont mis ça avec de matos et ça donnait une autre coloration, ce qu'on appelle la musique moderne. Mon style, c'est les Bofenya rock. Les Bofenya rock, ça veut dire quoi? Dans l'ethnie Mongo, les Bofenya, c'est là où on guérissait le malade à l'époque. Par des chants, par la percussion. C'est ça notre style. Moi, ma mission était d'ouvrir la porte pour les générations futures. Botenabino Jupiter, Bandeko Kunana Kinshasa, avec un artiste qui est très important. Africart, je vous le rappelle, c'est une rubrique que vous retrouvez à volonté, comme le reste d'ailleurs de cette émission, sur le site internet de Canal Plus Afrique. Canal Plus Afrique, on vous le rappelle, qui porte en partenariat ce grand rendez-vous, le New York Forum Africa, qui se déroule à Libreville jusqu'au 16 juin. L'actualité de nos invités, c'est également la musique de Sam Tshabalala, Tanana Manana. Alors Sam Tshabalala, il faut quand même dire qu'avec la guitare, vous faites des merveilles, on va l'entendre dans un instant. Vous attendez de tourner aussi en Afrique, c'est l'occasion de le dire. Ah oui, c'est pour ça que je suis là aussi. Non, oui, mais c'est vrai, je ne suis jamais allé au Cameroun, Sénégal, Gabon, jamais. On va trouver un concept, il va paver en même temps Belly Bien et son entreprise va paver. On rappelle d'ailleurs la prochaine étape, Belly Bien, il y a Brazzaville, oui, mais on a évoqué aussi Abidjan, un peu partout. Très prochainement, oui.
Il ne donne pas, forcément de rendez-vous. Une belle dynamique entrepreneuriale que l'on partage toujours avec bonheur dans cette émission que vous suivez. En remerciant nos équipes techniques et éditoriales, le Gondouane Maman, Priska Oguma, mais également Maryse et Bibi. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Et n'oubliez pas, grand rendez-vous avec la fête de la musique. Ça va groover sur ce plateau, comme avec Africa Soul. Portez-vous bien d'ici là. Sam Tchabalala en musique. Salut. Ce programme de pavage va nous permettre simplement d'avoir une commune sans sable. L'autre souci, c'est de créer de la main-d'œuvre, le maximum d'emplois au profit des populations et des jeunes. Oui, c'est une chance extraordinaire pour trouver un travail, vu qu'ici à Dakar, ici au Sénégal, c'est difficile de trouver un travail, c'est très difficile. De mon genre, moi, ça m'aide à faire des cours du soir, à m'occuper de mes parents et à subvenir à mes besoins. La ville de Dakar, au Sénégal, souffre d'un problème d'ensablement. Plusieurs milliards de francs CFA du budget de la ville sont consacrés chaque année à lutter contre ce fléau. Au départ, le maire a souhaité faire un programme pour le pavage de rues avec l'objectif, d'avoir des rues sans sable, mais également assainir davantage
la ville, embellir. Et c'est sur cette base-là qu'il a été imaginé de faire ce programme de pavage. Le nom du programme est exactement Programme à haute intensité de main-d'œuvre pour le pavage de la ville de Dakar. Donc on voit là deux notions importantes. D'abord un programme de pavage qui est un programme d'infrastructure en tant que tel, mais un programme à haute intensité de main-d'œuvre. Donc le souci des élus était de faire un programme qui permette d'occuper les jeunes, d'offrir des emplois, tout en réalisation donc, des travaux d'intérêt public. En 2010, la mairie de Dakar a lancé un appel d'offres international auquel a participé la société burkinabé Yeli Productions au sein du consortium Belli Sacha Group. Nous avons reçu beaucoup d'offres. Des offres italiennes, des offres espagnoles, des offres européennes en général. Parce que vous savez que les pavés, on en fabrique un peu partout en Europe. C'est même une tradition millénaire pour certaines villes comme Rome ou Milan. Donc on a reçu beaucoup de propositions. Et quand on a lancé l'appel d'offres, ça a été fait de façon transparente. Et Belli a pu proposer une technologie qui tienne la route. Nous convaincre par rapport à nos objectifs, parce que pour nous, ce qui était important, il fallait que la technologie puisse être une technologie qui nous permet d'avoir un projet à haute intensité de main-d'œuvre, ce que Belli nous a proposé. Pour démarrer le programme dans les meilleurs délais, une usine de production de pavés a été aménagée dans la zone industrielle de Dakar en mars 2011. L'usine produit chaque jour 1000 m² de pavés et 500 mètres de bordure qui seront ensuite posés sur les chantiers par d'autres équipes. Nous avons ici à l'usine 600 personnes qui travaillent. En plus de cela, nous avons 200 personnes qui sont sur les chantiers pour la pose et nous avons 10 tables de production qui font chacune 100 m² et 25 mètres linéaires de bordure. La production est basée sur la production de pavés qui sont des reconstitutions de la pierre naturelle. Mais à la différence des pierres naturelles, nous donnons aux pavés les formes voulues, les épaisseurs voulues et également les couleurs voulues. Donc dans un premier temps, nous avons le sable et le gravier et qui sont amenés sur les tables de production. Ces tables de production sont composées de deux parties. La première partie, c'est la bétonnière qui permet de faire le mélange. Et ensuite, les tables vibrantes qui sont entraînées par des moteurs de 380 volts qui permettent de vibrer les moules qui contiennent le béton afin de chasser l'air qui est contenu dans ce béton-là. Donc c'est le processus de production. Les moules sont vibrés sur les 3 mètres de la table. Et après les 3 mètres de vibration, les moules sont enlevés et sont déposés sur des palettes qui sont posées de façon horizontale afin de permettre le lissage. Et après un temps de séchage qui est déterminé dans les bacs, dans les bâches, nous avons les pavés qui sont prêts à être démoulés. Et nous produisons ainsi des pavés après le démoulage, c'est-à-dire les sorties des pavés hors des moules. Pour produire ces pavés et les poser, près de 1000 jeunes ont été recrutés et formés. La plupart d'entre eux ont eu un contrat d'emploi au terme de leur période d'apprentissage. On m'a sélectionné à la mairie. On m'a appelé un jour pour me dire de venir subir la formation. J'étais en ce moment-là à l'université, en même temps au British, je prenais des cours. Donc on nous a proposé un emploi et aujourd'hui, on en profite. De mon genre, moi, ça m'aide à faire des cours du soir, à m'occuper de mes parents et à subvenir à mes besoins. C'est une chance extraordinaire pour trouver un travail, vu qu'ici à Dakar, ici au Sénégal, c'est difficile de trouver un travail, c'est très difficile. Dans le travail, c'est un truc que je ne connaissais pas. Mais l'ambiance familiale, c'est extraordinaire. Pour la plupart des jeunes, il y avait cette envie-là d'abord de sortir de l'ornière du chômage et ensuite de donner un nouveau visage à leur ville. On a appris beaucoup de choses, comment faire pour produire des pavés, les démoulages, les poses. Et tu vas te sentir fier quand tu passes quelque part et tu vois que ça, ce sont tes œuvres. Là, tu es très fier de toi.
C'est en juin 2012 que les premiers pavés ont été posés sur le site de la Corniche Ouest de Dakar. L'un des premiers chantiers écoles a été celui du bataillon du train, pour la plus grande satisfaction du colonel Koulibaly. On ne balaye plus pratiquement depuis que les pavés sont là. Les feuilles d'arbres qui tombaient, c'est le vent qui arrive et qui amène tout à un certain endroit, c'est plus facile. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous, on a des véhicules quand même qui roulent ici. Et des véhicules de la gamme vraiment VIP, si vous voulez. Donc ça nous permet aussi de conserver le véhicule. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc le troisième aspect, j'en viens pas, c'est vraiment joli. Tout gars qui entre ici ne cesse de dire vraiment votre camp est beau. 6 mois après le démarrage du programme, de nombreux chantiers ont déjà été réalisés dans la ville, dont celui de la Grande Mosquée, en cours de finition. Ici, nous sommes 25 ouvriers, plus nos 2 chefs de chantier, donc ça fait au total 27. Et le conducteur de la fourchette là, qui nous transporte les palettes de pavés. Donc à l'intérieur ici, on a posé des pavés. Vous voyez même que les motifs des pavés, ça diffère. Donc ici à l'intérieur, on a mis les pavés Lepistock, donc gris et noir. Bon, ici on a mis les pavés Vieille Ville. Donc vous voyez les couleurs, c'est gris, rouge, gris, noir et rouge. On a fait toute une étude pour savoir comment on pouvait exploiter ce matériau qu'on a, les pavés. Donc comme vous voyez ici sur la place, il y a différentes couleurs. Donc on a joué sur le concept de tressage, comme dans les tissus africains. Le tressage, comme on le sait, est assez présent dans notre code, on va dire, code culturel. Donc c'est ça qu'on a voulu projeter, cette idée qu'on a voulu projeter ici. Donc d'où cette idée de tressage que vous voyez sur place. Et ce qui manque terriblement dans cette ville, c'est cette notion de place urbaine où les gens peuvent s'y rencontrer également, venir échanger et également, ne serait-ce venir apprécier la vie extérieure, au fait d'être en contact avec la ville. Dans le cadre de ce programme, nous avons quand même mis à contribution beaucoup de concepteurs, des architectes en particulier, qui nous ont permis donc de faire des propositions de calpinage et d'organisation qui sont assez diversifiées. Il y a même un document qui a été spécialement élaboré, c'est une maquette de pose qui propose à chaque élu qu'il souhaite plusieurs formes, plusieurs couleurs, en fonction des lieux qui sont à aménager. Dakar a 19 arrondissements et la ville elle-même a son propre programme. Cela veut dire que nous avons 20 interlocuteurs, tous des maires. Alors chaque maire nous propose un programme en définissant les priorités et c'est ce qui constitue notre programme de travail. Les avantages sont nombreux pour la ville. L'aspect esthétique est évidemment indéniable, mais ce n'est pas le seul avantage. Nous avons une commune très sablonneuse depuis très longtemps et ce programme de pavage va nous permettre simplement d'avoir une commune sans sable. Et c'est très agréable parce que ça permet des déplacements et tout est facile. Et surtout, ça permet d'avoir une bonne salubrité de la zone. Les avantages sont nombreux parce que la pose est facile. Sans doute, le coût est moindre par rapport à si on doit faire du goudron, etc. Et en plus, l'entretien est facile. Et même ultérieurement, si nous avons des travaux à faire, nous pouvons les décaper et les remettre encore. Et donc tout cela constitue des avantages à court, moyen et long terme. Dans les communes également, les premiers chantiers font la joie des habitants et des élus. Avant, il y avait un bitumage qui s'est dégradé avec les eaux de pluie. De telle enseigne que parfois on avait des difficultés avec les véhicules, surtout avec les piétons aussi. Il y avait même quelques-uns qui se bagarraient en quelque sorte parce qu'il y avait des flaques d'eau. Les voitures passaient là, ça posait des désagréments et tout. Maintenant, on pense
que maintenant on ne va plus revivre la situation d'antan. Depuis que nous avons aménagé l'esplanade de la mairie, donc toutes les parcelles, toutes les activités convergent sur l'esplanade des parcelles. Donc c'est pour nous un honneur de remercier le grand maire de Dakar. Donc je pense que les populations n'ont pas regretté l'arrivée du pavage aux Parcelles Assainies, bourgade de la ville de Dakar, qui est quand même un quartier vivant. L'adhésion des populations et des jeunes a été totale. La mairie a déjà reçu à ce jour plus de 5000 candidatures et parmi elles, autant d'hommes que de femmes. Au début, c'était un peu difficile. Chaque fois, quand je descendais, je me plaignais des douleurs. Je disais que j'allais laisser. Ma maman, chaque fois, il m'encourageait à aller, ça va aller, jusqu'à maintenant. On est habitué. Il n'y a pas de son métier dans la vie. Bon, le travail, ça m'a apporté aussi beaucoup de chance. Parce que le bonheur avec ma femme, j'ai 2 enfants, je suis mariée, je suis avec mes sœurs. Bon, vraiment, je suis contente parce que je règle beaucoup de problèmes avec et je partage ça avec ma famille et mes sœurs. Bon, vraiment, c'est choc. Chaque mois, tu sais, le ménage, on te paye aux 15 000 ou 25 000. Maintenant, c'est mieux. Ça change quelque chose, tu peux ouvrir une compte. Surtout, il y a une compte, et, si tu es malade, tu peux te soigner toi-même. Tu demandes à personne, même ton mari, tu peux le soigner et tes enfants. C'est bon, parce que je n'avais pas ça. La plus grande source de satisfaction, c'est quand même de voir qu'on a pu intéresser les jeunes à la formation, à acquérir un métier, un savoir-faire. Et je suis sûr que même si à court terme, il y avait la possibilité de leur donner des possibilités de s'établir à leur compte, ils ont déjà reçu dans le cadre de ce programme-là, en tout cas des armes qui leur permettraient de satisfaire correctement à cette exigence. Les jeunes qui sont en rupture d'école pour la plupart, qui n'avaient aucune formation, donc il fallait que la technologie soit très simple. Ça a été quelque chose de très positif. La qualité des pavés produits, aujourd'hui je parle même des entreprises privées, tout le monde apprécie la qualité des pavés et on arrive à travailler en bonne intelligence. Donc je pense que notre collaboration avec Belly, on peut le saluer positivement par rapport à ce qui est fait, par rapport à la rigueur qu'il y a autour de ce projet. Ce programme est un exemple réussi de transfert de technologie. Souhaitons qu'il fasse tache d'huile dans d'autres villes africaines afin de lutter contre le chômage et la précarité de l'emploi chez les jeunes, tout en contribuant à l'embellissement des villes et des capitales. Aujourd'hui, si on prend les besoins dans la ville de Dakar, je pense qu'on travaillera sur 20 ans. C'est-à-dire en termes de demande actuelle de ce que nous avons, c'est un projet qui peut faire 20 ans. Maintenant, pour que le projet soit pérenne, le défi pour nous, c'est de trouver des partenaires. Trouver des partenaires qui puissent au moins prendre une partie financièrement ou sur le plan de l'équipement, en tout cas qui puissent accompagner la ville. Mais c'est un projet effectivement qui va durer. Au-delà de ça, il y a un aspect du modèle qui est très important pour nous, c'est de pouvoir autonomiser les jeunes. Donc l'idée, c'est de pouvoir les former, leur apprendre un métier et qui sait dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ceux qui se sentiront matures peuvent créer des GIE ou des PME pour pouvoir continuer à travailler avec la ville, donc deviennent des prestataires pour le compte de la ville avec l'accompagnement technique nécessaire, soit de Belly, soit de quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un modèle qu'on est en train de travailler qui n'est pas fini, mais on est en train de travailler sur le modèle économique autour du projet.